aussi inviter Sarah Bertolino, Déborah Chauvet, Bénédicte de Latolade et Anne Museli à rejoindre l'estrade. Donc ça, c'est une séquence qui va être découpée en deux parties. On avait beaucoup d'intervenants pour parler de ce sujet, donc on va le faire en deux temps. Et voilà, je passe donc la parole à Francesca. Merci beaucoup Myriam, merci pour l'invitation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Francisca Barnuzen, je suis chargée d'études sur les sujets de rénovation énergétique à l'Institut Paris Région, donc, qui est l'agence d'urbanisme et d'environnement de l'Île-de-France. Et donc j'ai le grand plaisir d'animer donc cette deuxième table ronde de la matinée, qui pour le coup part du constat. Il y a un problème avec le micro? Non, ça fonctionne correctement? Comme ça? Ok, très bien. Donc, effectivement, on part du constat que la rénovation en milieu occupé nécessite une prise en compte particulière des occupants et des usagers. Je pense que Camille Batteux de l'ADEME l'a très bien introduit au départ sur la question des nuisances. Et donc effectivement, pour le bon déroulement d'un tel projet, il est particulièrement important de réfléchir donc ce rôle des occupants dès les phases amont, c'est-à-dire les phases de programmation et de conception. Et donc cela donc pour plusieurs raisons. Donc déjà, premièrement, pour concevoir un projet qui est adapté aux usages réels qui sont faits du bâtiment. Deuxièmement, pour comprendre comment les travaux impacteront ces usages et justement comment organiser le chantier pour réduire toutes ces nuisances dont parlait Camille en introduction pour les occupants. Et enfin aussi, très important pour anticiper aussi l'adaptation des usages après travaux et donc d'assurer aussi une prise en main optimale du bâtiment rénové. Et donc on voit que pour mieux associer les occupants dans les projets de réhabilitation, il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés, donc on pourra en parler, donc les diagnostics sociaux, la concertation ou encore l'assistance à maîtrise d'usage dont on a commencé à parler lors de la première table ronde. Et donc tout ça pose la question de l'articulation aussi sur les chantiers entre les acteurs qu'on peut appeler historiques, dont notamment les architectes, et de nouveaux acteurs plus spécialisés dans l'accompagnement et la concertation qui peuvent aussi apporter de nouvelles compétences dans les projets. Et donc on va interroger ce matin donc, le modèle organisationnel et économique de la phase programmation qui se trouve de fait élargi par ces nouveaux outils, démarches et acteurs. Et donc, effectivement, comme ça a été dit, nous avons donc les représentants de ces différentes parties prenantes qui sont donc la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les acteurs de l'accompagnement autour de la table. Et donc, ils pourront nous parler des enjeux spécifiques de conception en milieu occupé, aussi des outils obligations qui émergent et des évolutions dans le fonctionnement du projet et dans les pratiques professionnelles que tout cela entraîne. Et donc, nous avons prévu deux séquences pour faire le tour de tous ces sujets très très riches. Et donc là, on a une première voilà, table avec donc une maîtrise d'ouvrage d'un équipement santé et de 3 acteurs de l'accompagnement, tandis que la deuxième séquence permettra de croiser les points de vue plutôt sur le sujet logement, en croisant du coup maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, et donc à la fois pour le logement social et pour la copropriété. Et donc, pour ne pas perdre plus de temps, pour tenir aussi bien le timing que l'a su faire Frédéric, on va commencer tout de suite avec vous, donc Sarah Bertolino. Donc, vous êtes ingénieure au GHU Henri et psychiatrie et neurosciences à Paris. Et donc, je vous laisse vous présenter ainsi que le projet dont vous souhaitez nous parler ce matin. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Sarah Bertolino, ingénieure en transition énergétique au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de réhab. Donc, pour commencer mon propos, imaginez, vous êtes patient, vous êtes hospitalisé, et puis un matin, vous avez des ouvriers qui viennent et qui vous demandent de quitter votre chambre
Alors le problème, c'est que personne ne vous a prévenu, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas pour combien de temps. Donc forcément, vous êtes pris de court, donc déstabilisé, vos repères s'effondrent. C'est typiquement le genre de scénario qu'au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, on a voulu éviter dans le cadre donc, du projet de cette réhabilitation de façade. Donc on a 6000 m² de surface de façade avec 80% des fenêtres à remplacer. Sur cette rénovation, on a donc de la réno et de l'ITE, donc isolation thermique par l'extérieur. On a les abords qui doivent être déminéralisés et végétalisés. Donc en tout, on a un an de travaux en milieu occupé avec des patients, des équipes de soignants et des flux quotidiens, ambulance, maintenance et logistique. Donc le problème, c'est qu'en milieu psychiatrique, la phase chantier n'est pas qu'une contrainte logistique, c'est un facteur de risque et de stress, aussi bien pour les patients que pour les équipes soignants. Vous avez le bruit, les espaces qui sont modifiés, des inconnus qui sont là, qui viennent, qui passent en tenue de chantier. Et à côté de cela, on peut aussi avoir donc des risques qui peuvent être induits par les oublis des équipes de chantier, des accès qui ne sont pas verrouillés, des outils de chantier qui sont laissés en évidence et qui peuvent devenir des armes, en fait, tout simplement, pour certains patients. Donc vraiment une grande vigilance à avoir. Et donc, tous ces éléments ont fait qu'il a été indispensable pour nous d'intégrer donc, les usagers, patients et équipes soignants le plus en amont possible dans le projet. Donc, la solution qu'on a mise en place, que l'on a trouvée, c'était d'organiser un atelier Kaizen, donc un atelier participatif. L'idée, c'était d'avoir un petit déjeuner comme ça, donc c'était plutôt informel, d'avoir un petit déjeuner où on présentait donc, les 3 projets qui étaient en liste, qui étaient les 3 projets candidats au concours. En conception et réalisation, de manière anonyme bien évidemment. Et donc on avait des QR codes qui étaient placés un peu de partout dans le bâtiment pour que pendant une semaine, les usagers puissent se donner leur avis. Les objectifs étaient dans un premier temps d'identifier les freins et les angles morts que nous, en tant que maîtrise d'ouvrage, on n'avait pas forcément identifié. Spoiler, ça a marché. Et dans un second temps, de faire voter les usagers, d'avoir leur avis sur aujourd'hui la solution qui était la plus en harmonie avec leur quotidien. Donc, à l'issue de cet atelier Kaizen, on a eu donc des remontées d'informations qui, mis bout à bout, nous ont vraiment permis d'optimiser la phase conception et d'anticiper la phase réalisation. Donc la leçon à tirer de ce projet, c'est que en milieu occupé, intégrer les usagers est vraiment indispensable. L'idée, c'est vraiment, tout est basé sur la communication et vraiment la création d'une relation de confiance. La relation de confiance qui, dans un hôpital psychiatrique, est une des conditions du soin. Donc, on a un projet ici qui a pour vocation de soigner le bâtiment qui lui-même va prendre soin des usagers. Donc, pour rester dans cette logique-là, il était crucial en fait pour nous de les intégrer, en tout cas d'intégrer les usagers le plus tôt possible. Merci beaucoup pour cette première présentation très claire. Alors, pour poursuivre notre tour de table, je passe la parole maintenant à vous, Bénédicte de la Tolade. Donc, vous êtes sociologue urbaine à Saucieux-en-Ville. Ah, super. Merci pour le micro et la parole est à vous. Bonjour à tous. Donc, je suis sociologue et j'ai travaillé pendant 4 ans sur une recherche pour l'ADEME avec un bureau d'études techniques Pouget Consultant et Histoire de Ville qui est facilitateur. Et l'objet de cette recherche était de mettre en œuvre et de suivre des opérations d'assistance à maîtrise d'usage. Donc, on a travaillé sur 7 sites avec 4 bailleurs, Espacil à Rennes, Séquence, I3F et Pleine Commune Habitat. Donc, sur 7 sites pour mettre en place différents types d'AMU. On avait défini 5 types d'AMU, d'assistance à maîtrise d'usage en amont. L'accompagnement individuel, la co-conception, la communication ciblée et engageante, le coaching d'un groupe d'habitants et coaching ou formation d'un organisme bailleur, d'une équipe de bailleurs. Donc on a mis en place, aidé à mettre en place ces assistances à maîtrise d'usage, on les a suivis et on n'a pas eu le temps d'évaluer en fait l'objectif de performance énergétique parce qu'il nous aurait fallu plus de temps, mais on a pu évaluer quand même
ce que ça pouvait impacter au niveau à la fois de la programmation, du suivi du chantier et de la livraison à la fin du chantier. Voilà. Merci beaucoup. Alors effectivement, toujours sur on va rester un peu dans le périmètre du programme Actelos. Avec vous, Anne Muselli. Donc, vous êtes consultante en concertation et démarche participative au sein de la coopérative Kaleidoscope. Et donc, je vous laisse vous présenter également. Merci. Donc, nous, on va présenter une intervention, un accompagnement qu'on a fait dans le 12e en logement social avec le bailleur I3F. Peut-être pour vous donner quelques éléments rapides de contexte, c'est des logements sociaux très exigus, très petits, avec un public qui concentre, on va dire, des problématiques sociales et psychiques importantes. Donc, ça fait vraiment écho à ce que tu dis. Et on est intervenu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est intervenu en phase travaux. En fait, on a l'habitude d'intervenir souvent en amont, mais là, il se trouve que c'était au milieu. Donc, quand on est arrivé, effectivement, le climat de tension était très fort. On était censé travailler sur la préparation des saisons saisons d'hiver, saison d'été. On n'a pas pu, en fait, au départ. Il y a vraiment eu besoin d'une phase de, entre guillemets, purge autour de la question des travaux pour dégonfler les choses et pour aborder la question des gestes énergétiques après, quoi. Donc, comment est-ce qu'on est, voilà, quels outils on a activés pour pouvoir accompagner ce projet-là? Nous, on est intervenu sur 1 an à peu près. On a fait 4 démarches d'aller vers, donc vraiment en proximité directe avec les habitants. Il y avait très peu d'espace collectif en fait pour se rassembler. Donc, tout simplement, on était dans la rue en fait avec des tréteaux, des grands panneaux de facilitation graphique. Là, vous avez un petit exemple ici pour travailler sur la question de l'accessibilité, de messages engageants qui soient complémentaires. En fait, le bailleur et l'entreprise de travaux avaient déjà plein de dispositifs, en fait, mais il manquait, les personnes disaient, en fait, je ne comprends pas, ou alors, j'arrive pas à aller sur le site. Donc, on a vraiment été en accompagnement pour aller accéder à l'information et faire remonter les choses aussi. Et donc, dans ce projet, ce qui a vraiment bien marché, c'est que dans tous les événements qu'on a créés, que ce soit ces allées verts en pied d'immeuble ou des ateliers thématiques aussi avec les habitants, le bailleur était là, l'entreprise de travaux était là, et du coup, ça permettait vraiment de faire des réponses directes. En fait, on a beaucoup fait ce travail-là de questions-réponses en facilitant, en étant un tiers médiateur, en fait. Qu'est-ce qu'on a un autre point intéressant aussi, c'était une approche collective. Nous, dans notre approche, c'est vraiment de faire du lien entre les locataires, ce qui n'existe pas toujours en fait dans certaines résidences. Il n'y a pas toujours de comité de locataires. Là, c'était le cas. Et donc, on a aidé à faire émerger un collectif de locataires en animant un groupe WhatsApp aussi. Donc ça, quand on dit approche collective et impliquante, c'est ça aussi, c'est vraiment faire avec les personnes. Donc Bénédicte l'a dit, on était dans ce projet-là de l'ADEME. Par exemple, ça veut dire aider à changer de facture d'électricité, ça veut dire poser des capteurs à l'intérieur de la maison, de son appartement, dans le cadre de la recherche. Donc c'est cette dimension de faire avec, de se sentir concerné à travers des messages clairs et accessibles et avec une présence humaine forte, ça a vraiment fait la différence. Merci beaucoup Anne. Et donc nous avons notre quatrième intervenante de cette première table ronde. Déborah Chauvet, vous êtes consultante au sein du cabinet Respublica, spécialisée aussi en concertation. Et donc je vous laisse vous présenter également. Bonjour à tous, donc je travaille pour Respublica. On est un cabinet qui accompagne les maîtres d'ouvrage et notamment les bailleurs dans leur projet de réhabilitation, et je vais prendre l'exemple de la Maladrerie, un quartier d'Aubervilliers qui a été conçu dans les années 70 et 80 par René Gailloustet avec une autre idée du logement social, ce qu'on a qualifié d'utopie architecturale, avec des typologies de logements assez originales, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, avec des formes de logement qui sortent de l'ordinaire. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du NPNRU. Il y avait toute une coordination d'acteurs, puisqu'aujourd'hui,
Ce quartier qui près de 900 logements était propriété de l'Office public de l'habitat d'Aubervilliers, qui en a cédé une partie à la RIVP. Donc nous avons travaillé pour ces 2 bailleurs en coordination avec l'établissement public Pleine Commune, la ville d'Aubervilliers et l'architecte des bâtiments de France. On a intervenu très en amont dans la concertation avec les habitants. On est intervenu avant la désignation de l'architecte urbaniste coordinateur qui avait pour mission de définir le programme de travaux. Et on a intervenu pendant près de 2 ans dans le quartier avec l'enjeu de donner la parole à l'ensemble des habitants, puisque aujourd'hui, ces logements sont occupés par une population très défavorisée. Et la particularité, c'est qu'on a aussi un collectif d'habitants qui, lui, dispose d'un capital culturel assez fort, composé à la fois d'artistes et d'architectes qui habitent le quartier depuis sa construction et qui défend une idée particulière de ce logement, qui défend la conservation stricte de tout ce bâti tel qu'il avait été pensé par l'architecte à l'origine. Et l'enjeu était d'entendre toutes les voix, à la fois de ce collectif, mais aussi de l'ensemble des habitants. Notamment parce que l'objectif de la concertation, c'était de permettre à chacun de s'approprier la rénovation, qui peut être parfois vécue comme une imposition, et de définir un programme de réhabilitation qui soit adapté aux usages, aux attentes et aux besoins des locataires dans leur diversité. Donc on a intervenu principalement en 3 phases. D'abord autour de la mémoire et l'histoire du quartier pour tisser un lien entre passé, présent et futur, avant de se concentrer sur les grandes orientations du projet, et enfin de tester les pré-programmes de réhabilitation auprès des habitants. Et on a été bien sûr en lien très fort avec l'architecte urbaniste coordinateur qui était présent aux différents temps de concertation et qui se nourrissait de la concertation pour définir ces programmes de réhabilitation. Super, merci. Donc, après cette première tour de présentation, l'objectif, bien sûr, est de croiser un peu plus les différents projets et vos différentes expériences. Et donc, pour commencer, je me tourne vers vous, Sarah, parce que nous avons beaucoup parlé pour l'instant de logement, que ce soit du logement social ou privé. Alors vous, c'est un projet complètement différent d'un équipement de santé. Donc, en plus assez particulier parce qu'on peut avoir une diversité d'usagers, donc à la fois les patients mais aussi le personnel qui travaille. Et donc, j'aimerais comprendre comment, finalement, compte tenu des spécificités de ce projet, comment vous avez fait pour trouver justement des professionnels, que ce soit l'équipe de maîtrise d'œuvre ou les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, donc de mieux comprendre un peu les critères de sélection qui étaient importants pour vous et qui peut-être découlaient aussi des consultations que vous aviez pu faire avec les usagers. Donc, un peu comment tout ça s'est fait. Alors, j'essaie d'être la plus succincte possible. Donc, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, on est donc dans le domaine de la santé, on est une institution publique, ce qui fait qu'on est soumis au Code des marchés publics. Donc là, on est sur un projet à plusieurs millions d'euros, donc on est passé sur un marché en conception-réalisation. Donc, on a publié un premier appel d'offres avant même de consulter les usagers. Donc le choix du candidat final s'est passé en 2 temps. Donc sur le premier temps, on a écrémé un peu les premières candidatures. On a eu une 20aine de candidatures. Et en fait, à l'occasion de déjà cette première étape-là, l'un des prérequis, c'était d'avoir une expérience en milieu occupé. Donc ça, c'était vraiment la condition sine qua non sur laquelle on allait être intransigeant. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a eu donc les premiers candidats sélectionnés sur cette première étape-là, on a, je vous l'imaginez bien, d'autres exigences qui se sont accrochées d'autres wagons du coup qui ont suivi le fait d'avoir du coup une intervention en milieu occupé. Donc typiquement, j'en ai pas parlé, mais c'est un projet avec une forte
avec des objectifs très axés environnement. Donc on a une ITE, on a une démarche bâtiment durable francilien avec un objectif de médaille bronze. Enfin, voilà. Donc en fait, il y a plusieurs éléments qui finalement se sont cumulés et voilà. Donc pas que le fait qu'on soit en milieu occupé, c'est ça que je voulais dire. Et derrière, sur cette question un peu de critères, est-ce que ce sont des choses justement qui ont pu être co-construites aussi avec les usagers sur justement la manière dont on fait intervenir ces professionnels-là dans le bâtiment? Oui, tout à fait. L'atelier Kaizen a vraiment permis d'identifier toutes les craintes. Celles qu'on avait déjà anticipées ont été finalement validées par l'échange qu'on a eu avec les usagers. Il y a une vraie volonté, en tout cas avec l'entreprise Travaux qui a été sélectionnée, de limiter les impacts négatifs le plus possible, notamment sur l'aspect sécuritaire dont je parlais tout à l'heure. On est déjà en train de... Là, les échafaudages n'ont pas encore été posés. On a un début de projet là pour... septembre, enfin en septembre en tout cas, les échafaudages seront installés. On est sur un séquençage en fait en plusieurs phases, mais en tout cas là on est déjà en train d'organiser des réunions de chantier une fois par semaine. Et on est déjà en train de réfléchir à comment les ouvriers vont faire pour avoir une sorte de système qui leur garantisse d'avoir leurs outils toujours avec eux et éviter de les oublier. Enfin voilà, que ce soit un risque pour eux et pour les usagers pardon, du bâtiment. Ok, bah merci beaucoup, très intéressant. Ça permet déjà du coup de montrer un peu comment cette prise en compte finalement des occupants permet aussi de réfléchir autrement le projet. Dans le cadre du programme Actelos qu'on a évoqué en introduction, vous avez pu regarder justement différents exemples de la manière dont a été mise en place l'assistance à maîtrise d'usage, pardon. Donc sur cet impact qu'ont ces démarches justement sur les projets de réhabilitation, des évolutions aussi qu'on peut observer dans les pratiques professionnelles sur la manière dont on va associer les occupants, quels sont un peu vos enseignements, vos observations que vous avez pu faire dans le cadre de ce programme? Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est finalement qui aujourd'hui pouvait faire de l'assistance à maîtrise d'usage. Donc, on a lancé sur nos réseaux un appel à candidature pour savoir, effectivement, pour recenser un certain nombre de professionnels qui pouvaient répondre aux appels d'offres qu'on lançait. Donc, on a recensé 110 professionnels qui ont répondu à cet appel à candidature. Ce qui était intéressant dans ce recensement, c'est la variété des métiers. Il y a une vingtaine de métiers ou de compétences qui sont recensés. Ça va de l'architecte au psychosociologue, en passant par le designer, les facilitateurs, tous les gens qui travaillent sur l'intelligence collective. Mais ça peut aussi être des ingénieurs. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les compétences sont soit sociales, soit techniques. Et que ce qui était important finalement dans les groupements qui ont pu se présenter, c'était cette double approche, soit accompagnement des communicants également, puisque voilà, cette double approche était importante, c'est-à-dire l'accompagnement social ou l'intelligence collective ou la facilitation, etc. et la compétence technique. Donc c'est ce croisement qui permettait finalement de répondre à l'ensemble des volets de l'assistance à maîtrise d'usage. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes ces structures, la majorité des structures qui ont répondu en tout cas, sont plutôt des petites structures, soit des indépendants, soit des structures de moins de 5 personnes, et qui a un enjeu de visibilité aujourd'hui, finalement, notamment pour les bailleurs, de savoir à qui on peut faire appel quand on veut lancer un marché d'assistance à maîtrise d'usage. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie question de sourcing et effectivement de marché finalement de l'assistance à maîtrise d'usage en termes de compétences, de reconnaissance, de lisibilité et de coûts. Combien ça coûte? Enfin, la question qui se pose, c'est aujourd'hui finalement, enfin c'est une des questions, combien coûte une assistance à maîtrise d'usage? Donc ce qu'on a fait comme analyse sur nos 7 opérations, c'est une moyenne, la moyenne
elle est à 250 € par logement, en allant jusqu'à des opérations qui vont jusqu'à 600 € par logement, excepté l'accompagnement individuel qui est souvent plus cher, parce qu'effectivement, de fait, on est sur des plus petites opérations avec un accompagnement plus lourd. Voilà. Et donc l'intérêt, c'était de pouvoir finalement redéfinir ces chaînes de coopération dont on a parlé effectivement, mais chaînes de coopération entre les usagers, les bailleurs, les équipes, comment les équipes d'AMU aussi permettent effectivement de mettre du liant dans les rouages nécessaires sur le suivi du chantier, et toutes ces chaînes de coopération qui se redéfinissent, c'est un des impacts assez forts finalement de l'assistance à maîtrise d'usage. Merci. Je me tourne vers vous aussi, Déborah, sur ces questions justement de articulation des compétences pratiques professionnelles. Vous avez dit dans le projet dans lequel vous êtes intervenu, vous êtes arrivé très en amont du projet aussi. Donc finalement, comment vous, les compétences que vous apportez s'articulent justement aussi avec les autres compétences présentes dans le cadre du projet? Est-ce que vous voyez peut-être aussi des évolutions dans la manière dont ces questions de concertation sont pensées dans les projets dans lesquels vous intervenez? Alors, nous, on intervient avec une position de tiers externe pour animer le dialogue entre toutes les parties prenantes. Donc nous, notre expertise, c'est vraiment comment on met autour de la table les habitants, les usagers pour aller nourrir le projet. Et donc, on doit faire le lien entre la maîtrise d'ouvrage, l'architecte urbaniste coordinateur dans le cadre de la maladrerie et les habitants. Donc, on doit définir les sujets sur lesquels on va recueillir l'avis des habitants en définissant ce qu'on appelle les invariants, les marges de manœuvre, de quoi on peut parler, de quoi on ne parle pas, d'accompagner l'équipe d'architectes dans la vulgarisation de certains termes, de faire preuve de pédagogie, parce que c'est tout un jargon de termes techniques qui sont très opaques en fait pour les habitants. Donc permettre cette pédagogie pour offrir la possibilité aux habitants de se faire un avis. Et donc c'est dans le sens maîtrise d'ouvrage et architecte vers les habitants. Et à l'inverse, comment est-ce qu'on fait remonter la parole des habitants vers l'équipe d'architectes et vers la maîtrise d'ouvrage. Donc nous, ce qu'on préconise toujours, c'est d'avoir une présence maîtrise d'ouvrage et architecte lors des ateliers pour qu'ils puissent prendre la parole, faire une présentation, pouvoir répondre aux questions qui sont posées par les habitants, pouvoir écouter leurs paroles et en faire aussi des comptes rendus pour que l'équipe d'architectes puisse intégrer dans ses réflexions ce qu'aura été dit par les habitants. Sur la deuxième question, sur l'évolution des pratiques professionnelles, c'est ça? Si vous pouvez juste repréciser la question pour que je ne réponde pas à côté. Non, mais c'était juste pour savoir si du coup vous voyez aussi comment dire, un peu infuser entre guillemets cette culture un peu de la concertation aussi auprès des autres acteurs avec lesquels vous pouvez travailler, et si de manière générale voilà, vous voyez juste des évolutions dans les pratiques ou pas forcément. Oui, ce que je constate, c'est que de plus en plus, les architectes avec lesquels on travaille sont acculturés à la concertation, ont de plus en plus l'habitude de travailler avec d'autres compétences comme la concertation, l'assistance à maîtrise d'usage. Ce que je constate aussi, c'est que ce n'est pas encore répandu chez toutes les équipes d'architectes urbanistes. On a travaillé récemment avec des équipes qui n'avaient encore jamais travaillé avec un cabinet spécialisé dans la concertation, qui n'avaient jamais construit de programme de réhabilitation en concertation avec les habitants et les usagers. Donc c'est une pratique qui se diffuse, mais qui n'est pas encore complètement diffusée. Ce que je constate aussi, c'est que la plupart du temps, les maîtres d'ouvrage insèrent la compétence concertation de plus en plus dans les marchés de maîtrise d'œuvre, de désignation des maîtrises d'œuvre, ce qui n'était pas le cas avant. Et on voit aussi quelques marchés spécifiques à la maîtrise d'usage
en dehors des marchés proprement maîtrise d'œuvre. Ok, super, très clair. Merci beaucoup. Alors effectivement, on l'a dit, donc vous, Déborah, vous êtes arrivée très tôt dans le projet, alors que dans votre exemple, Anne, c'était beaucoup plus tardivement lors de la phase de travaux. Donc effectivement, là, ces tables rondes étaient un peu orientées autour de cette phase amont. Mais comment peut-on faire pour finalement associer les occupants vraiment tout au long du projet, tout au long des travaux? Comment les associer au sein des différentes phases? Comment ça s'est passé pour vous aussi dans le cas où vous êtes arrivé un peu plus tardivement justement sur le projet? Oui, je dirais qu'il y a pour moi deux choses vraiment importantes. Il y a la méthodologie et puis il y a la posture qui sont tout autant importantes. En termes de méthodologie, effectivement, quand on peut intervenir en amont, pour nous, la phase d'immersion, elle est ultra importante. Enfin, elle est décisive. C'est-à-dire qu'elle nous permet, nous, dans notre posture, on est vraiment dans l'adaptation au plus près de ce qui se passe en termes de contexte, de public. En fait, chaque contexte est différent. Et cette phase d'immersion, elle va nous permettre de repérer qui sont les personnes motrices et ressources qui sont capables de porter une parole collective, par exemple, et qui vont avoir un effet d'entraînement. Quels sont les endroits et les leviers où les personnes viennent spontanément? Parfois, ça peut être avec les enfants. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais parfois, c'est une dynamique associative. Et donc, à chaque endroit, ça va nous permettre, on va s'appuyer en fait sur ce qui fonctionne déjà. Et on va vraiment le valoriser. Donc, ça, c'est une manière pour moi, je pense qui fonctionne en fait, de s'appuyer sur ce qui fonctionne déjà et on passe du temps. Du coup, c'est pour ça qu'on passe plus de temps en démarrage, en immersion. Et ensuite, c'est aussi là où on pose les bases de la confiance. Quand on pose les bases de la confiance, il y a effectivement la régularité, de l'attention. Nous, on nous dit souvent, alors ça rejoint peut-être la question de la posture, on essaie d'avoir une posture vraiment humble. Quand on dit posture basse, ça veut dire qu'on est nous-mêmes vraiment convaincus que les personnes ont des choses intéressantes à dire, elles savent le mieux ce qui se passe pour elles dans leur logement, par exemple. On ne sait pas en fait ce qui se passe du point de vue de leur vécu, du point de vue des usages. Et ça leur fait un bien fou en fait de se dire qu'elles sont considérées comme des personnes expertes de leur quotidien. Donc après, sur les autres phases du projet, l'enjeu, c'est de continuer à être là de manière régulière, mais des fois, il ne se passe plus rien. Ça se passe un petit peu en sous-marin, notamment sur les questions sur les étapes un petit peu faisabilité. Donc, c'est comment avoir des jalons réguliers, apporter quelque chose, être dans des espaces de dialogue pour faire remonter les inquiétudes et au contraire, apporter des réponses, nous faire le relais de ça. Donc, il y a aussi... et puis, la dernière chose, peut-être en termes de posture, ça serait de ne pas avoir peur. Nous, ce qu'on constate, je te rejoins vraiment quand tu disais que la dimension de la culture participative infuse, mais pas dans tous les services ou pas dans tous les endroits, c'est que parfois, on voit que notamment quand c'est tendu, c'est pas forcément évident, où tous les acteurs n'ont pas cette culture-là d'aller voir les habitants, parfois, ça fait peur, en fait. Nous, c'est ce qu'on constate, que les personnes n'ont pas forcément cette l'aisance, ou en tout cas, il y a des craintes d'aller voir directement les personnes. Et ça change tout, en fait, de pouvoir démêler les choses en direct. Donc, voilà, ça peut... Merci, oui, je trouve ça très intéressant ce que vous avez écrit sur cette question de posture et d'avoir une posture aussi humble vis-à-vis des occupants et des habitants, parce que je pense qu'il y a toujours aussi un peu un risque de retomber dans une posture un peu descendante, de finalement expliquer, voilà, voici pourquoi le projet est bien, voici comment il faut le prendre en main. Donc sur cette question de reconnaître aussi l'usager comme justement un sachant du bâtiment qu'il utilise au quotidien, voilà, et d'être dans cette posture un peu humble. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, Bénédicte ou Déborah, sur ce que vous avez pu observer aussi. Moi, je veux bien rebondir parce qu'en fait, la question qui s'est posée, nous, on était sur un objectif finalement d'économie d'énergie, donc de performance, et on arrivait effectivement sur des terrains où on était face à des gens relativement pauvres. On était sur des questions de sobriété
Et quelquefois, ça a été assez difficile de parler de sobriété avec des gens qui eux-mêmes étaient déjà dans des formes de sobriété très, très, très accentuées pour des raisons économiques. Et donc, on a eu toute une réflexion sur comment on aborde l'économie d'énergie face à des gens qui, de toute façon, sont déjà dans des logiques d'économie, mais bien plus importantes que celles qu'on va leur proposer. Donc ça a donné lieu, par exemple, à des interrogations sur quand finalement on met un chauffage collectif, on passe d'un chauffage individuel à un chauffage collectif, qu'il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude de se chauffer, qui avaient des habitudes complètement différentes par rapport à ça, comment ils acceptaient finalement ce confort nouveau, avec toute la difficulté d'appréhender économiquement ces nouvelles formes effectivement, de chauffage. Donc, c'était un point extrêmement important et je ne rebondirai jamais suffisamment sur la question de posture. Et c'est pour ça qu'on se dit que, en fait, l'assistance à maîtrise d'usage par rapport à la concertation, parce que c'est un point quand même qu'on doit pouvoir soulever, c'est quand on essaie de distinguer les deux qui sont très, très proches. Nous, on a défini l'assistance à maîtrise d'usage au final comme une activité qui était effectivement qui se déroulait par un tiers sur un projet immobilier ou sur un projet d'aménagement avec une dimension technique. Et moi, il me semble que finalement, ce qu'on peut interroger, c'est la question politique de l'assistance à maîtrise d'usage, alors que la question politique dans la concertation, elle est extrêmement présente. Donc, il y a un point de débat sur effectivement à la fois cette définition et le champ que ça englobe, mais je n'insisterai jamais assez sur la nécessité de cette posture d'écoute. Et cette posture d'écoute, tout le monde ne l'a pas, bien évidemment. Donc on l'a soit par compétence naturelle, soit par formation, mais c'est quelque chose qui, effectivement, doit se développer et diffuser. Et donc, on aurait envie que tout le monde soit, à un moment donné, formé à cette écoute active. Voilà. Pour rebondir sur la question de la position de sachant et de mettre les habitants dans une position de sachant, un exemple très concret sur la Maladrerie, qui est un projet de réhabilitation, mais aussi de résidentialisation. Quelques années auparavant, il y a une partie du quartier qui a été résidentialisée sans concertation avec les habitants, et en fait, ça a été catastrophique. On avait imaginé que on allait résidentialiser parce qu'on pensait que ce serait mieux pour les habitants. Les habitants n'ont pas été consultés et au final, ça a entraîné beaucoup de mésusages. Ça oblige les habitants à faire beaucoup de détours pour aller faire leurs courses, pour emmener les enfants à l'école. Et ça a créé un espace un petit peu caché, ce qui a entraîné l'arrivée d'un point de deal qu'il n'y avait pas avant, d'où la nécessité de construire ce type de projet avec les habitants. Et sur la partie réhabilitation, ça a aussi permis de prioriser les interventions dans le logement, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dysfonctionnels dans les logements. Par exemple, l'entretien des terrasses, il y a énormément de terrasses. Tous les logements sont occupés de grandes terrasses pouvant aller jusqu'à 50 mètres carrés, des problèmes d'étanchéité, etc. Et en fait, les habitants ont dit, mais nous, notre priorité, c'est pas comment on va réaménager et réhabiliter nos terrasses, c'est les problèmes d'étanchéité à l'intérieur, des problèmes d'infiltration, c'est des passoires thermiques où on ne peut plus se chauffer. Et donc, ça a permis de définir les grandes priorités d'intervention. Merci beaucoup. Sur ces questions de posture toujours, on a peut-être pu observer par le passé que les démarches de concertation ont parfois pu être mal utilisées pour justement apporter une acceptabilité à un projet qui en réalité était déjà ficelé d'avance. Donc justement pour éviter cela, est-ce que vous avez pu observer, Sarah, dans votre projet que finalement les retours des usagers et les démarches de concertation qui ont été menées ont réellement pu impacter aussi, adapter finalement la manière dont vous menez et envisagez ce projet?
Totalement. J'ai 2 exemples en tête à vous donner. Le premier, c'est que voilà, lorsque l'on a organisé donc cet atelier participatif Kaizen, on était très content de présenter les 3 perspectives, donc des 3 projets qui concouraient. Et puis donc très naturellement, on a des équipes qui sont venues nous parler, des patients, tout ça, mais surtout les équipes, c'est important. Et donc, chaque projet avait travaillé sur donc, la végétalisation des abords. Il y a un jardin existant. Aujourd'hui, c'est un jardin qui est enclavé et qui n'assure pas forcément la sécurité des patients. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de retravailler ces espaces-là. Et puis, on a sur un projet un groupement qui nous propose un kiosque. Alors comme ça, sur le papier, c'est bucolique, c'est sympa, ça rend le lieu encore plus donc, sympathique hein, pour les usagers. Et puis, on échange avec donc des équipes de soignants. Et puis là, il y a quelqu'un qui nous dit, alors attention, parce que en fait, le kiosque, vous ne vous rendez pas compte, mais ça peut devenir un lieu de deal, un lieu où finalement les patients viennent et puis consomment des substances. Enfin, c'est pas si sécurisant que ça. Donc là, ça, jamais de la vie on y aurait pensé, parce que forcément, on n'est pas sur le terrain, donc on ne l'aurait pas inventé. Et donc, vraiment, pour le coup, je pense que c'est l'un des exemples les plus parlants. Autant vous dire que tout de suite, ça a été pris en considération et on a fait donc des rectifications. En tout cas, le groupement a fait une rectification sur le sujet. Et ensuite, donc là, on est vraiment sur la partie finalement conception. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est sur la partie, sur la phase chantier. En fait, il faut savoir que donc on a un jardin qui est présent aussi pour que les patients puissent se délasser, passer du temps dehors, tout ça. Mais pas très loin, on a un jardin thérapeutique qui, lui, est vraiment exploité par des équipes de soignants et leurs patients. Donc, c'est un jardin thérapeutique, pour le coup, qui est vraiment utilisé, peut-être pas au quotidien, mais minimum une fois par semaine. On a des sessions qui sont organisées. Et en fait, même chose, c'est une zone qui va être traitée pendant ces chantiers, enfin ce chantier-là, pendant cette opération. Donc, on a fait en sorte avec l'entreprise, dans le phasage, de l'intégrer dès le début en fait de l'opération pour qu'ils soient libérés très rapidement et qu'on impacte le moins possible leurs activités et finalement leurs habitudes. Voilà. Et juste par curiosité, je me posais la question si justement, comme vous avez un peu ces 2 groupes, donc les patients et les équipes soignantes, c'est les retours faits, c'est toujours concordant ou s'il y avait parfois aussi des visions différentes ou des points de tension finalement entre les besoins des patients d'un côté et de l'équipe soignante de l'autre. Alors non, pas de divergence. Les besoins étaient sensiblement les mêmes. À savoir déjà, dans un premier temps, l'idée de cette opération, c'est quand même d'améliorer leur confort. Voilà, on a un bâtiment avec une façade plein sud. L'été, c'est irrespirable aussi bien pour les patients que pour les soignants. Donc ça, pour le coup, le fait qu'on intervienne là-dessus et qu'on fasse en sorte le plus possible d'améliorer leur confort, ça c'était quelque chose qui était enfin, qui ne posait pas problème parce que chacune y voyait son intérêt. Après, sur l'aspect sécuritaire, ça c'est plus des échanges typiquement qu'on va avoir avec les équipes, avec les cadres de santé, avec la cadre administratif et pas forcément avec les patients directement. Disons que pardon, pas les projets, mais les sujets qui vont être évoqués avec les uns et les autres seront pas forcément les mêmes. C'est très clair. Merci beaucoup. Écoutez, pour conclure cette première séquence de table ronde, j'avais une dernière question que du coup vous avez commencé à évoquer, Bénédicte, sur la question du coût et du modèle économique finalement aussi de ces démarches d'accompagnement et de concertation. Pour savoir si vous avez l'impression aujourd'hui voilà, qu'il y a un modèle économique qui fonctionne, que ces activités sont valorisées et comment peut-être aussi mieux les valoriser et les systématiser un peu plus aussi vis-à-vis de la part des maîtrises d'ouvrage. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments sur ces questions de coûts, de modèle économique que vous avez pu observer. Au-delà du coût qu'on a effectivement analysé par logement, la question qui se pose, c'est comment on diffuse aujourd'hui finalement, enfin, comment on étend
la culture de l'assistance à maîtrise d'usage au plus grand nombre d'opérations possibles, sachant qu'effectivement, il y a des bailleurs qui sont très en avance par rapport à cette pratique, d'autres beaucoup moins. Et donc, on s'est posé la question, nous, en conclusion de la recherche, de la manière dont on pouvait imaginer le développement de l'assistance à maîtrise d'usage. Donc, deux grandes options sont apparues. Une option un peu, disons, réglementaire. Est-ce qu'on rend demain, finalement, l'assistance à maîtrise d'usage obligatoire sur tout chantier de rénovation, mais de quelle façon, avec un bémol qui est on ne souhaite pas non plus totalement institutionnaliser la démarche, parce que c'est vrai qu'il y a une part de... Enfin, ça se fait aussi de manière très intuitive, très dans l'informel aussi. Enfin, voilà, donc il y a un risque à institutionnaliser la démarche certainement, et il faut de toute façon que ce soit soutenu effectivement de fait par des fonds publics, ou bien est-ce qu'on imagine que demain, l'ensemble des bailleurs ont une compétence internalisée, effectivement, d'assistance à maîtrise d'usage, ce qui est le cas pour certains. Et donc, cette compétence serait mise à disposition de tous les chantiers de rénovation. Et on pense aussi, par rapport à la posture, que ce qui est important, c'est que, ce que je disais avant, c'est que finalement, cette capacité ou cette compétence d'écoute, de dialogue et d'accompagnement, pas forcément d'accompagnement, mais au moins déjà d'écoute et de dialogue, soit assumée par tous les corps de métier et notamment techniques dans ces chantiers-là. Voilà. Merci. Oui, du coup, Déborah, Anne, vous travaillez dans des... voilà, vous avez ce rôle spécialisé dans la concertation, donc peut-être même question sur le modèle économique, la valorisation aussi de vos activités. Voilà, comment vous voyez les choses aujourd'hui? Je pense qu'il y a un petit peu de questions, si je peux rebondir sur ce que Bénédicte disait. Il y a la question du financement, et on en parlait tout à l'heure dans les propos introductifs. Aujourd'hui, la réhabilitation pour les bailleurs, ça a un coût assez lourd. Et donc, la concertation, ça nécessite pour les bailleurs un coût supplémentaire, mais nécessaire. Et il y avait aussi la question de est-ce qu'on internalise, est-ce qu'on externalise? Les deux modèles sont possibles. L'externaliser, ça permet aussi d'avoir ce qu'on disait avec Anne, un tiers externe dans la posture qui permet de nouer un lien de confiance avec les habitants. On intervient parfois dans des contextes de grande méfiance des habitants vis-à-vis du bailleur, parce que il y a pu avoir des difficultés par le passé. Ça permet aussi d'aller dénouer certains conflits. Il y a la question du modèle budgétaire du financement. On sait qu'il y a certains bailleurs qui ont lancé des accords cadres assistance à maîtrise d'usage, c'est-à-dire qu'ils désignent, donc c'est mono-attributaire, multi-attributaire, donc ils désignent un ou plusieurs structures pour les accompagner, auxquelles ils font appel dès qu'ils ont un projet de réhabilitation. Et en fait, il y avait une deuxième question qui était la diffusion de la culture en fait de l'assistance à maîtrise d'usage, de la concertation auprès des bailleurs. Et là, je pense que des retours d'expérience, des partages de pratiques entre professionnels sont absolument essentiels, comme le type de colloque qu'on fait aujourd'hui. Ce genre de choses, je pense que c'est essentiel de se parler entre professionnels pour avoir des retours d'expérience de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. L'ANRU, par exemple, a eu un cycle de travail cette année de partage d'expériences sur différents projets en France qui ont été faits avec de la concertation. Mais je suis assez d'accord, oui, vraiment avec ce que tu viens de dire. Peut-être ce que je rajouterais, juste pour rebondir, Bénédicte, sur la question de l'informel, parce que je trouvais intéressant de se dire que l'informel, on arrive à de l'informel, mais à travers une ingénierie très structurée et construite. Voilà, on travaille le cadre. Peut-être pour conclure sur le financement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, plus c'est intégré en amont et plus on fait du bon travail, parce que chaque acteur est au courant, on arrive à travailler vraiment en lien avec les différents acteurs, et c'est pas quelque chose qui vient se rajouter, qui rajoute du temps.
notamment voilà, aux entreprises ou aux concepteurs. Donc, c'est plus efficace. Et nous, on plaide effectivement pour, vous allez dire qu'on plaide pour notre paroisse, mais le fait d'être tiers, ça aide vraiment à dénouer des choses. Donc, quand il y a des situations difficiles, complexes, très sensibles, on voit vraiment la plus-value d'une intervention tiers. Écoutez, un grand merci du coup à nos 4 premières intervenantes. Alors, on va prendre les questions du public à la toute fin du coup de la deuxième séquence. Donc déjà, un grand merci. Je pense qu'on peut déjà applaudir toutes les 4.